Merci beaucoup et merci de m'avoir accueilli ici. C'est un grand honneur pour moi de me trouver ici devant vous. On m'a dit de ne pas me mettre debout puisqu'autrement la caméra ne me verrait pas. Je trouve que c'est dommage puisqu'il y a beaucoup de gens là-bas au fond que moi je ne vois pas et que j'imagine ont du mal à me voir moi. Mais enfin, tant pis. Alors, les grands magasins, ils ont à gagner du petit commerce. La loi de patente, créée en 1791, dans le but de supprimer les corporations et d'assouplir les règlements concernant la fabrication et la vente d'articles tels que les chapeaux, par exemple, fut considérablement modifiée en 1843-44 en divisant l'impôt en un droit fixe et un droit proportionnel. Mais, alors qu'on saluait de toutes parts un impôt conçu pour favoriser la liberté du commerce et de l'industrie, ce remaniement a contribué à aiguiser un ressentiment chez certains boutiquiers pour qui l'esprit réglementaire et le monopole servaient autrefois à protéger leurs affaires. Une pétition signée par des commerçants protestataires et publiée dans le journal des économistes en 1843 dénonçait l'horrible perspective qui s'ouvrait, disait-il, de voir un client acheter dans un seul et même établissement mouchoirs, bas, chemise et châle. D'autres développements au cours du XIXe siècle devaient aigrir encore les petits commerçants en apportant de nouvelles menaces à leur existence. À Paris, notamment, entre les années 1850 et 1870, les travaux du baron Haussmann ont démoli et redéveloppé des quartiers entiers, détruisant le vieux Paris et restructurant la capitale. La création des grands boulevards a également reconfiguré la géographie commerciale de la ville, donnant naissance à de nouveaux quartiers commerçants qui drainaient les clients des centres commerciaux de jadis. De plus, les boulevards facilitaient et encourageaient la mobilité des consommateurs, transformant les habitudes séculaires et contribuant encore à réduire la clientèle des petits commerçants, lesquels voyaient leurs chalands abandonner l'épicerie, draperie, mercerie du coin pour se diriger vers les grands magasins qui trônaient sur les boulevards. Vers 1880, le Bon Marché et le Louvre attiraient des quantités inouïes de clients. Le premier grand magasin, qu'on appelait à l'époque un magasin de nouveautés, fut le Petit Saint-Thomas, fondé en 1830 et qui continuait à s'agrandir rue du Bac. Le Bon Marché devait augmenter progressivement sa superficie, suivi d'autres grands magasins, entre 1869 et 1887, pour occuper son site délimité par la rue du Bac, la rue Velpeau, la rue de Sèvres et la rue Babylone. Le Louvre, inauguré en 1955, situé d'abord entre la rue de Rivoli et le Palais Royal, a, entre autres choses, sérieusement mis à mal le commerce d'articles de luxe dans ce quartier pour réaliser, vers la fin des années 1870, le chiffre d'affaires fabuleux de 100 millions de francs en une année, après s'être déplacé en 1875 vers son emplacement actuel. En 1880, le gouvernement a rouvert la controverse qui avait sévi plus ou moins constamment depuis 1843 en proposant une nouvelle loi patente qui devait ajouter au droit fixe et au droit proportionnel une taxe supplémentaire calculée d'après le nombre d'employés au-dessus d'un minimum de 5. Les commerçants de quartier, sautant sur l'occasion qui se présentait pour fixer cet impôt à un taux qui taillerait les croupières à leurs grands concurrents, ont organisé une campagne pour faire pression sur les ministres. On a appelé ce mouvement une révolte prodigieuse contre les grands magasins. Il devait continuer tout le long des années 1890. À la suite du crash de l'Union générale en 1882, la Chambre des députés a établi une commission d'enquête pour écouter les doléances des petits commerçants. Et l'historien américain Philip Nord a examiné les procès-verbaux de ces séances.
Les témoignages soulignent l'hostilité envers les méthodes et l'envergure des grands magasins qui s'avéraient capables de vendre moins cher que les établissements plus modestes en important en grande quantité des marchandises fabriquées à l'étranger, notamment en Angleterre, perfide Albion, à des prix plus bas. Les artisans français dénonçaient de tels articles de camelote. Mais au fur et à mesure que les techniques de manufacture se raffinaient, les chapeaux, les chaussures et d'autres objets à prix réduit inondaient le marché et les fabricants artisanaux ne pouvaient plus faire face à cette concurrence. Certains constataient que le commerce d'objets de luxe se voyait menacé désormais par des marchandises dont le prix les mettait à présent à la portée d'employés aux moyens modestes. D'autre part, la Chambre syndicale de la bijouterie imitation se félicitait d'un avenir qui annonçait la démocratisation de l'art. En fait, il s'agissait d'une révolution consommatrice qu'on a appelée aussi la démocratisation du luxe, tout en déplorant la crise de goût qui semblait devoir en résulter. Quoi qu'il en soit, il convient de remarquer que ces débats coïncident avec la rédaction du grand roman dont il a déjà été question, qui prend pour sujet cette révolution commerciale, à savoir Au bonheur des dames, d'Émile Zola, publié en 1883. En attendant, je vais revenir un peu en arrière pour ne pas vous montrer mes secrets, on a tendance à considérer ce roman comme la chronique définitive d'un phénomène historique, à savoir le dépérissement du petit commerce au XIXe siècle. Et il faut avouer que Zola adopte une perspective franchement darwinienne pour raconter cette histoire. Vu sous cet angle, le déclin du petit commerce était inévitable, en effet, un effet fatal du progrès. Or, à prendre cette version au pied de la lettre, on risque de tomber dans une erreur d'optique. Tout d'abord, l'histoire, telle que Zola voudrait la présenter, n'est pas inévitable. On n'a qu'à lire César Birotteau de Balzac pour apprendre comment le petit commerçant pouvait se débrouiller au moment même où l'influence des magasins de nouveautés commençait à se faire sentir. Rappelons que le Petit Saint-Thomas fut fondé en 1830. Le roman de Balzac parut en 1837. Ce texte de Balzac est à confronter à des évocations élégiaques, telles que celle de Robert Burnand, qui regrette, comme bien d'autres, le déclin du petit commerce, sa lente agonie, la désaffection de la clientèle pour le fournisseur, la rupture d'un lien noué souvent depuis plusieurs générations. Fidélité réciproque, tradition, goût de l'ouvrage bien fait, disparaissent petit à petit. Une telle vision, nostalgique, pour ne pas dire en rose, ne correspond guère à la réalité. Et les deux formes de commerce n'étaient peut-être pas vouées à s'opposer. Balzac apporte des nuances au tableau dans l'histoire de César Birotteau. Cette histoire, qui se déroule au cours des 2 premières décennies du siècle, offre un point de repère pour qui veut étudier le sort ultérieur du petit commerçant. Birotteau, parfumier de son état, est un entrepreneur très efficace qui finit ruiné à cause des menées de rivaux qui le persuadent de quitter le domaine du commerce pour s'aventurer dans la spéculation financière, en l'occurrence une affaire de terrain qui tourne mal pour lui. Mais, initialement, en tant que petit commerçant dans la rue Saint-Honoré, près de la place Vendôme, et personnalité en vue dans la vie politique du 2e arrondissement, César Birotteau se présente comme le boutiquier modèle du début du siècle. Dans la conclusion du roman, il est décrit comme un martyr de la probité commerciale. Sa carrière, en fait, commence dans les dernières années du XVIIIe siècle, époque où il a un poste de commis dans la boutique, la Reine des Roses. Il fait preuve d'une telle aptitude que, comme de coutume, il accepte de reprendre le commerce de son patron, M. Ragon, lorsque celui-ci prend sa retraite. Sa décision est déterminée en grande partie par le fait qu'il est amoureux de Constance Pillereau, sa future épouse. Celle-ci, à l'époque où il fait sa connaissance, est la première demoiselle dans un magasin de nouveautés nommé Au Petit Matelot. Ce précurseur précoce du grand magasin moderne, fondé sous l'Ancien Régime, a réellement existé. Vous voyez l'adresse ? Quai d'Anjou, juste au bout de la rue.
où ces activités ont continué jusqu'à la fin des années 20. Finalement, l'établissement fut démoli pour permettre l'élargissement de la rue des Deux Ponts. Balzac en fournit une description qui indique pleinement qu'il s'agissait d'un phare dans le domaine du commerce. Le Petit Matelot, le premier des magasins qui depuis se sont établis dans Paris avec plus ou moins d'enseignes peintes, banderoles flottantes, montres pleines de châles en balançoire, cravates arrangées comme des châteaux de cartes et 1000 autres sélections commerciales, prix fixes, bandelettes, affiches, illusions et effets d'optique portés à un tel degré de perfectionnement que les devantures de boutiques sont devenues des poèmes commerciaux. De toute évidence, les principes qui sont souvent considérés comme novateurs un demi-siècle plus tard étaient déjà des réalités concrètes vers 1800. Notamment, un dispositif publicitaire tape à l'œil, des vitrines décorées avec art et des prix fixes qui proposent une meilleure offre que chez les concurrents. Les prix bas de tous les objets dits nouveautés qui se trouvaient au Petit Matelot lui donna une vogue inouïe dans l'endroit de Paris le moins favorable à la vogue et au commerce, explique le narrateur, avec en sous-entendu une indication que les clients, ce qui était inhabituel, surtout dans le cas d'un quartier qui n'était pas connu pour ses magasins, attirés par cette politique des prix, donc, venait d'en dehors du quartier, ce qui était inhabituel. Ce n'est qu'avec la transformation haussmannienne de la capitale, les nouveaux boulevards rendant plus facile de circuler en ville, que de tels déplacements devaient plus tard faire partie intégrante des tournées de magasins dans Paris. Pour l'instant, pourtant, vers 1800, l'expérience commerciale de César Birotteau est typique dans ce sens qu'elle se limite à son propre voisinage et à sa propre spécialité, de sorte que ce magasin style nouveau représente une révélation pour lui. Le premier commis de la Reine des Roses, logé entre Saint-Roch et la rue de la Sourdière, exclusivement occupé de parfumerie, ne soupçonnait pas l'existence du Petit Matelot, car les petits commerces de Paris sont assez étrangers les uns aux autres, fait remarquer le narrateur de Balzac. Néanmoins, Birotteau ne tarde pas à persuader Constance de se marier avec lui, et en l'emportant vers son propre commerce, il emporte avec elle bon nombre d'idées trouvées au Petit Matelot, qu'il s'empresse de mettre en application dans ses propres affaires. Il imita dans sa partie le système du Petit Matelot. Il déploya le premier d'entre les parfumeurs ce luxe d'affiches, d'annonces et de moyens de publication que l'on nomme peut-être injustement charlatanisme. À partir de ce moment, son commerce de cosmétiques prospère grâce à l'énergie du propriétaire, mais aussi à son imagination et à la promptitude avec laquelle il adopte de nouvelles pratiques, quant aux emballages par exemple. Il va jusqu'à faire du marketing pour un nouveau produit, tant et si bien que le narrateur lui-même se montre impressionné. Il raisonnait les étiquettes, la forme de ses bouteilles, calculait la contexture du bouchon, la couleur des affiches. Et l'on dit qu'il n'y a pas de poésie dans le commerce. Tout cela n'a rien à voir avec la rancune, la rivalité et l'antipathie qui caractérisent les tableaux ultérieurs dépeignant les relations entre petits commerces et grands magasins. Il est vrai que Birotteau fait faillite, mais la cause en est, comme nous l'explique Balzac, le parfumeur, comme tous les gens du petit commerce parisien, ignorait les mœurs et les hommes de la haute banque. Méfiance qui a fait long feu. Ce sont des incursions peu judicieuses dans le monde et de la finance qui entraînent sa ruine. D'autre part, sa famille réussit à renflouer son commerce et finit par liquider ses dettes en vertu de la sagacité d'Anselme Popinot, son successeur et bientôt son gendre, qui développe une filiale à partir du commerce paternel, créant un emploi pour Madame Birotteau et faisant de lui-même un mari admirable pour Césarine, laquelle, entre-temps, a trouvé un travail rémunérateur, apprenons-nous, dans la plus riche maison de nouveautés de Paris qui fondait un nouvel établissement dans le quartier des Italiens. Tout compte fait donc, l'histoire de César Birotteau fournit un exemple de coexistence plutôt bénéfique entre les deux secteurs du commerce de détail.
Il est de fait pourtant qu'en général, les petits commerçants se montraient peu disposés à s'adapter aux méthodes et au système des magasins de nouveautés. César Birotteau, l'histoire de César Birotteau se termine en 1820. On a vu que la loi patente de 1843 marque la date où les petits boutiquiers se levaient en masse pour mettre obstacle à l'expansion des magasins de nouveautés. Au fur et à mesure que le siècle avance, la concentration des capitaux augmente le pouvoir du gros commerce et les travaux de Haussmann révolutionnent le comportement des consommateurs au détriment du petit commerce. Les marchands qui voulaient résister au progrès voyaient leur avenir mis en cause. Ce conflit, qui se termine avec la défaite du petit commerce, constitue le sujet du roman de Zola, Au bonheur des dames. Mais pour bien lire ce texte, il convient de mettre en perspective l'histoire que Zola raconte. Publié en 1883, le roman dépeint des événements qui sont supposés se dérouler entre 1864 et 1869. Mais Zola écrivait le roman au moment même où se faisaient sentir les premiers signes précurseurs de cette révolte prodigieuse contre les grands magasins qui devait éclater au cours des années 80 pour continuer tout au long des années 90. Pour bien apprécier l'hostilité que Zola évoque, il peut être utile aussi de considérer dans quelles conditions s'exerçait le métier du petit commerçant à cette époque. En 1898, Henri Garrigue regrettait l'âge d'or du petit commerce, qui datait pour lui de l'ère où chaque quartier était clairement délimité et où les riverains vivaient plus ou moins repliés sur eux-mêmes. Peu disposés à s'aventurer dans d'autres quartiers pour faire leurs courses, les chalands, se souciant peu de savoir quel bien, à quel prix, pouvait être disponible ailleurs, constituaient une clientèle fidèle et fiable. La vente était assurée, dit Garrigue. La vente était assurée à un prix rémunérateur sans qu'il fût besoin de solliciter la clientèle. Les consommateurs avaient besoin d'acheter tout autant que le commerçant avait intérêt à vendre. Paul Bourget, dans son roman Le Disciple, qui date de 89, écrit ceci. Le boulanger, le boucher, l'épicier, la blanchisseuse, le pharmacien, tous ces noms sont prononcés au singulier. Il n'y a guère place pour une concurrence. Sans concurrent donc, et avec le monopole de la marchandise, la publicité était inutile, puisque les clients savaient tout ce qu'il convenait de savoir sur la disponibilité des produits qu'elle venait acheter. Mais la transaction s'effectuait habituellement comme entre adversaires. Attendez. Voici une petite citation. La vente faisait figure de combat. Contre l'ennemi, le client, des machines de guerre savantes étaient dressées. Ça, c'est Francis Ambrière, La vie secrète des grands magasins, donc 1938. Les relations entre le client et le marchand étaient caractérisées par la méfiance et la suspicion, puisque les prix n'étaient pas affichés, et le commerçant avait pour but d'extorquer du chaland une somme maximale, jugeant d'après la tête du client jusqu'où il pouvait aller. Pour sa part, l'acheteur se devait de faire baisser le prix demandé. Voici le scénario évoqué par Garrigue. Tout achat était alors une lutte en règle entre le marchand et le client. Le premier demandait un prix aussi élevé que possible, le second faisait l'offre la plus basse qu'il pût imaginer. On jurait de part et d'autre qu'on ne baisserait ou qu'on ne monterait pas d'un sou. Le client faisait semblant de s'en aller, le marchand le rappelait, et ainsi de suite. Le marchandage était donc de règle, tandis que les supercheries et les méthodes trompeuses étaient d'usage. Le client était la proie du commerçant et il devait savoir se défendre, car pour celui-ci, le commerce était fait de ruse, de finesse et de rouerie, où chalands et boutiquiers se trouvaient adversaires. En dernière analyse, la cliente idéale
était complètement soumise à la malice du marchand, ignorante du vrai prix des choses, une proie incapable d'échapper au filet étroitement dissimulé du commerçant. En principe, donc, le marchand avait pour objet non pas de vendre beaucoup, mais de vendre cher. Selon Ambrière, alors que pour Garrigue, le but n'était pas de multiplier les affaires, mais de faire quelques bonnes ventes avec un gros bénéfice chacune. Dans cette période où la mode n'avait pas encore l'influence globale qu'elle devait connaître par la suite, la rotation du stock était inconnue et on gardait les mêmes marchandises indéfiniment pour une vente qui se réaliserait tôt ou tard. Les soi-disant rossignols, comme on les appelait, ayant été rafraîchis entre-temps, peut-être, par des modifications légères. Ainsi, les boutiques où on vendait des biens se transformaient en magasins où on entreposait des marchandises, et voilà qui explique les prix coûteux. Les capitaux longtemps immobilisés, il fallait vendre à prix élevé pour que l'intérêt en fût convenable. Autre facteur qui contribuait aux frais généraux, tout en garantissant une clientèle docile, les petits commerces vendaient à crédit, jouant ainsi le rôle de prêteur d'argent aussi bien que de fournisseur. Et cette fonction supplémentaire entraînait d'autres coûts, augmentant encore les prix exigés du client endetté. Une fois saisis par l'engrenage, il leur était à peu près impossible de s'en dégager. Donc, si on tient compte du temps consacré au marchandage sur les prix, du besoin d'espace pour entreposer des biens invendus et des frais généraux entraînés par l'administration du crédit, on voit que les petites entreprises n'étaient rien moins qu'efficaces, pour ne pas dire rentables. Il est vrai que la boutique du coin offrait un service personnalisé et constituait un site où se nouaient les relations sociales à l'intérieur du quartier, mais cela se payait au prix fort. À cet égard, visiblement, les grands magasins jouissaient d'avantages importants. Et c'est bien le cas de dire visibles, car leurs vitrines et les techniques sophistiquées qu'ils exploitaient pour montrer leurs marchandises éclipsaient facilement les étalages sommaires dont se contentaient les petits commerçants. Voici donc une autre citation d'Ambrière. Dans les vieilles boutiques d'autrefois, tout était plié, empaqueté, empilé sur de hauts rayons, inaccessibles. Pour la disposition des articles, on n'en connaissait point d'autres que celles dont usent les ménagères dans l'ordonnance de leur armoire, tous empilés avec une symétrie impressive et rigoureuse, mais qui n'était pas beau. Les marchandises ne s'étalaient guère, car après tout, la cliente était censée savoir ce qu'elle voulait avant de pénétrer dans la boutique, savoir trouver cet article à cet endroit précis. Donc, elle n'avait pas besoin de scruter la vitrine extérieure. Le principe de l'entrée libre, selon laquelle un client est autorisé à entrer dans le magasin sans savoir précisément pourquoi, était inconnu. Si on entrait dans une boutique, c'était forcément pour acheter quelque chose. Et on évitait d'étaler les marchandises de peur que le client y mette les doigts, ce qui était mal vu. Voici une citation de Huysmans. La boutiquière, voulant épargner les avaries à sa marchandise, ne laissait toucher qu'avec mauvaise grâce à ses moindres jouets. Ça, c'est un des premiers romans de Huysmans, qui sont injustement négligés, à mon avis. Ainsi donc, le client ne rendait visite à la boutique que par nécessité, avec un dessein déterminé en tête. D'ailleurs, il fallait y être poussé par des raisons impératives, car l'intérieur, sombre et plutôt intimidant, ne vous y invitait guère, ni la vitrine qui était morne et peu attrayante. Il n'y a que les personnages lugubres des premiers romans de Huysmans qui restaient assez à ce genre d'expérience. Voici M. Follentin. Si vous n'avez pas lu à vos lots, je vous le conseille, c'est amusant, mais déprimant en même temps. Il était l'homme qui détestait les magasins de luxe, qui pour rien au monde n'eût mis les pieds chez un de ces modernes épiciers, dont les montres ruissellent de gaz. Il n'aimait que les anciennes et simples boutiques, où l'on était reçu à la bonne franquette,
où le marchand n'essayait pas de vous jeter de la poudre aux yeux et de vous humilier par sa fortune. En écrivant Au bonheur des dames, Zola a mis en scène les tensions politiques et idéologiques entre les praticiens de l'ancien commerce et les défenseurs du nouveau. Le lecteur du roman apprend que Baudu, propriétaire aux abois de la draperie Le Vieil Elbeuf, rêvait une alliance, une entente des petits détaillants pour tenir tête au colosse. Et voici un anachronisme chez Zola, puisque c'est contemporain à l'écriture du roman, mais ne correspond pas à la réalité qu'il est censé dépeindre dans les années 60. Justement, la Ligue du commerce et de l'industrie, créée en 1880, mais qui avait disparu en 82, avait eu cette vocation et devait donner naissance à la Ligue syndicale du travail, de l'industrie et du commerce, laquelle, sous la direction de Léopold Christophe, allait militer énergiquement et faire pression sur les autorités publiques au cours des 20 années suivantes. Et on verra combien ils étaient efficaces. Pour les besoins de son propre récit, Zola se concentre sur un nombre restreint de petits commerçants, mais manifestement, il comprend la dimension collective du séisme causé par l'arrivée des grands magasins. Son établissement fictif, Au bonheur des dames, est calqué sur le Bon Marché et le Louvre, mais il le situe dans un quartier spécifique qui, au début des années 80, avait été sévèrement touché par l'haussmannisation. Son personnage, Hartmann, est un avatar du célèbre préfet de la Seine. Sur un emplacement délimité par la rue de la Michaudière, la rue Neuve-Saint-Augustin et la rue Monsigny, et dont la façade finit par surplomber la rue du 10 décembre, réalisée en 1869 et rebaptisée rue du 4 septembre pour commémorer la création de la Troisième République en 1870. Le grand magasin domine donc le quartier Saint-Roch, où César Birotteau fonda sa boutique et où, en 1877, l'inauguration de l'avenue de l'Opéra sema la désolation parmi les petits commerçants des 1er et 2e arrondissements. Une partie importante du roman est consacrée à Baudu-le-Drapier, rue de la Michaudière, dont les locaux donnent précisément sur Au bonheur des dames, et à Bourras, le fabricant de parapluies et de cannes, dont la petite boutique précaire est tout ce qui sépare deux immeubles qu'Octave Mouret, donc le propriétaire de Au bonheur des dames, Octave Mouret, désire réunir deux immeubles dont que la boutique de Bourras sépare. Et donc il désire réunir afin de consolider son emprise sur tout le pâté de maisons. L'héroïne Denise, arrivée de la Provence à la recherche d'un emploi chez son oncle Baudu, est immédiatement mise au courant des difficultés auxquelles son commerce est exposé. Mais le drapier explique que les mêmes difficultés en menacent bien d'autres. Le gantier Quinette de la rue Neuve Saint-Augustin, Bédoré et sa sœur Bonnetier dans la rue Gaillon, Mademoiselle Tatin, lingère dans le passage Choiseul, et les fourreurs Vampouille frères de la rue Neuve des Petits Champs. Vinsart tient un établissement dont la spécialité est la soie, propre et claire, d'un luxe tout moderne, dans la rue Neuve des Petits Champs, près du passage Choiseul. Vabre, marchand de soie lui aussi, avait le malheur de posséder une boutique attenante au bonheur des dames de Mouret et, inévitablement, il a fait faillite. Vinsart, pour sa part, soutient que les 500 mètres qui les séparent du grand magasin assurent l'avenir de son établissement. Il tient à persuader Robineau, ancien employé de Mouret, et qui a un compte à régler avec celui-ci, de reprendre son fonds de commerce et de bâtir un établissement propre à concurrencer celui de Mouret. Ce qui explique la morosité des commerçants du quartier, c'est que Mouret crée sans cesse de nouveaux rayons dans son magasin. Ceci engendre une concurrence fâcheuse pour les petits commerçants. Habitués chacun à être le seul fournisseur dans le voisinage, mais en même temps, ce procédé va à l'encontre de leur conception d'établissements qui se spécialisent dans un seul secteur. De plus, une telle multiplication de spécialités diverses au sein d'une même maison heurte une certaine notion de probité professionnelle chez les fabricants des articles en question.
On sait qu'une pétition signée par des commerçants outragés, publiée dans le journal des économistes en 1843, avait dénoncé comme horrible cette idée qu'on pouvait acheter des articles divers dans le même établissement. Baudu est du même avis. Ils annonçaient 28 rayons. Ce nombre de 28 rayons, surtout le jetait hors de lui. Sans doute on devait en avoir dédoublé quelques-uns, mais d'autres étaient complètement nouveaux. Par exemple, un rayon de meubles et un rayon d'articles de Paris. Comprenait-on cela? Des articles de Paris? Vrai, ces gens n'étaient pas fiers. Ils finiraient par vendre du poisson. Franchement, tu peux les défendre, mais me vois-tu joindre un rayon de casserole à mon commerce de draps? Hein? Tu dirais que je suis fou. À mesure que la taille du grand magasin s'accroît, la liste des petits commerçants en liquidation dans le voisinage s'allonge. De plus, l'étendue géographique de son influence va augmentant. Le fait de se situer à une distance de 500 mètres et derrière un coin de rue ne garantit plus qu'on restera indemne. C'est un peu long cette citation, excusez-moi, mais c'est intéressant. Enfin, j'espère que vous trouverez intéressant. Le petit commerce des rues voisines recevait encore un coup terrible. Chaque fois que le bonheur des dames créait des rayons nouveaux, c'était de nouveaux écroulements chez les boutiquiers des alentours. Le désastre s'élargissait. On entendait craquer les plus vieilles maisons. Mademoiselle Tatin, le lingère du passage Choiseul, venait d'être déclarée en faillite. Quinette, le gantier, en avait à peine pour 6 mois. Les fourreurs Vampouilles étaient obligés de sous-louer une partie de leur magasin. Si Bédoré et Sœur, les bonnetiers, tenaient toujours, rue Gaillon, ils mangeaient évidemment les rentes amassées de jadis. Et voilà que maintenant, d'autres ruines allaient s'ajouter à ces ruines prévues. Depuis longtemps, le rayon d'articles de Paris menaçait un bimbelotier de la rue Saint-Roch, des Linières, un gros homme sanguin, tandis que le rayon des meubles atteignait les Piaux et Rivoire, dont les magasins dormaient dans l'ombre du passage Sainte-Anne. Cette évolution ne semble pas près de s'arrêter, et il n'y avait plus de raison pour que tous les commerces ne fussent tour à tour chassés de leur comptoir, nous dit le narrateur. Rien d'étonnant donc, lorsque Madame Baudu meurt, épuisée par les soucis et la tristesse, que son cortège funèbre, composé des marchands qui tiennent bon, mais à grand-peine, s'accroisse d'une nouvelle vague de boutiquiers en difficulté. Tout le petit commerce ruiné du quartier défila au convoi. Mais on se montrait surtout d'un air d'attirer les nouveaux commerçants atteints par la peste. Le parfumeur Grenier, la modiste Madame Chadeuil, et la Cassagne le fleuriste, et Naud le cordonnier, encore debout, pris seulement de l'anxiété du mal qui devait les balayer à leur tour. Dans ces descriptions de locaux spécifiques, Zola souligne systématiquement les grisailles des intérieurs, où les petits commerçants gèrent leurs affaires. En lisant les premières impressions de Denise, on voit l'aspect que le vieil Elbeuf, c'est-à-dire l'établissement de son oncle, présente aux clients éventuels. La jeune fille aperçoit une enseigne verte dont les lettres jaunes déteignaient sous la pluie. La façade est enduite d'un ancien badigeon rouillé et ne compte que 3 fenêtres ternes. Mais, dans cette nudité, ce qui frappa surtout Denise, sous la boutique du rez-de-chaussée, écrasée de plafond, surmontée d'un entresol très bas, aux baies de prison en demi-lune, une boiserie de la couleur de l'enseigne, d'un verre-bouteille que le temps avait nuancé d'ocre et de bitume, ménagée à droite et à gauche de vitrines profondes, noires, poussiéreuses, où l'on distinguait vaguement des pièces d'étoffe entassées. La porte ouverte semblait donner sur les ténèbres humides d'une cave. Même sans le contraste avec la splendeur du grand magasin en face, la boutique étroite, sombre et humide, où des rouleaux de tissus s'empilent sans façon dans les vitrines, est rien moins qu'attrayante pour les passants. Pénétrer dans les ténèbres de la boutique fait peur. Aveuglé par le plein jour de la rue, il battait des paupières comme au seuil d'un trou inconnu, tâtant le sol du pied, ayant la peur instinctive de quelque marche traîtresse. Une fois à l'intérieur du spectacle un spectacle décourageant accueille Denise,
et ses petits frères. Leur jeu s'habituait à l'obscurité. Des ballots de marchandises sombres montaient jusqu'aux solives. L'odeur des draps et des teintures, une odeur âpre de chimie, semblait décuplée par l'humidité du plancher. Au fond, 2 commis et une demoiselle rangeaient des pièces de flanelle blanche. C'est ici un endroit où tout le commerce, tout l'ancien commerce, bonhomme et simple, semblait pleurer d'abandon, pense Denise. Bientôt, elle n'y verra que ce trou glacial de l'ancien commerce. Et ces traits deviendront des leitmotifs tout au long du roman. En évoquant les exemples de Baudu et de Bourras pour appuyer son analyse de la révolution économique qui est en train de se produire, Zola, soucieux de faire ressortir et d'entraîner le drame du conflit, construit son récit selon un processus qui intensifie progressivement le contraste entre le nouveau magasin et les vieilles boutiques. À mesure que le bonheur des dames s'élargissait, il semblait que le vieil Elbeuf diminua. La jeune fille trouvait les vitrines plus noires, plus écrasées, sous l'entresol bas, aux baies rondes de prison. L'humidité avait encore déteint la vieille enseigne verte, une détresse tombée de la façade entière, plombée et comme amaigrie. Zola utilise les personnages de Baudu et Bourras pour donner expression aux principes et aux pratiques que le petit commerçant s'efforce de défendre. Le sentiment de l'histoire et l'attachement à la continuité sont capitaux. Bourras tient sa boutique depuis 1845, avec un bail de 30 ans. Et le vieil Elbeuf, qui existe depuis près d'un siècle, illustre la tradition selon laquelle le propriétaire, à commencer par le vieux Finet, l'ancêtre, transmet l'entreprise à son premier commis, comme l'a fait Hochecorne pour Baudu depuis, le commis prenant pour épouse la fille du patron par-dessus le marché. D'après Baudu, le commerce est un dépôt de famille et qu'il lui fend le cœur de ne pas pouvoir passer à Colomban, son successeur choisi et gendre présomptif. L'apprentissage progressif du commis à domicile, qui doit adopter la tradition familiale, lui permet d'assimiler le savoir-faire et le discernement, inséparables de sa fonction, au contraire du personnel du grand magasin, sans formation et motivé uniquement par sa commission. Et voici le personnel du grand magasin d'après Baudu. Un tas de godelureaux qui manœuvraient comme dans une gare, qui traitaient les marchandises et les clientes comme des paquets, lâchant le patron ou lâché par lui pour un mot, sans affection, sans mœurs, sans art. Et il prit tout d'un coup à témoin Colomban. Certes, lui, Colomban, élevé à la bonne école, savait de quelle façon lente et sûre on arrivait aux finesses, aux roueries du métier. Puis, il pouvait dire comment on l'avait traité, comment il était devenu de la famille, soigné lorsqu'il tombait malade, blanchi et raccommodé, surveillé paternellement, aimé, enfin. Pétris d'histoire et de traditions, les petits commerçants en veulent à l'outrecuidance du parvenu Mouret, qui a brûlé les étapes depuis qu'il a entamé sa carrière dans une boutique des plus modestes. Baudu raconte l'histoire. C'est l'histoire qui est contenue dans le roman précédent de Zola, qui s'appelle Paubouille, qui avait été publié en 1882. Mais ici donc le résumé dans Au bonheur des dames. Nous avons vu cette maison-là grande comme un mouchoir de poche. Parfaitement, ma chère Denise. Lorsque les Deleuze l'ont fondée, il avait seulement une vitrine sur la rue Neuve-Saint-Augustin, un vieux placard où 2 pièces d'indienne s'étouffaient avec 3 pièces de calicot. On ne pouvait pas se retourner dans la boutique tant c'était petit. À cette époque, le vieil Elbeuf, qui existait depuis plus de 60 ans, était déjà tel que tu le vois aujourd'hui. Baudu tire orgueil de ce qui est pourtant un aveu d'immobilisme. Le vieil Elbeuf n'a pas changé dans l'intervalle. Tant que je vivrai, la boutique restera telle que je l'ai prise, déclare le propriétaire, opiniâtre. La croyance au progrès, essentielle chez Mouret, n'a pas de partisans ici.
Typique de son espèce, les principes de ce petit commerçant sont aux antipodes de l'évolution que représente le grand magasin. Le renouvellement constant, la recherche fiévreuse de l'innovation ne sont pas du tout à son goût. Si c'est une pareille bousculade qu'on appelle à présent le commerce, je n'y entends rien, j'aime mieux m'en aller. L'amas des marchandises diverses sous le même toit est une notion qui lui fait horreur. Autrefois, quand le commerce était honnête, les nouveautés comprenaient les tissus, pas davantage. Il a osé créer un rayon de ganterie. Et les parapluies, reprit Baudu. À quoi ça rime-t-il, les parapluies avec des étoffes? Pour ce qui est des prix, au contraire de la politique de Mouret qui réduit les marges de bénéfices pour maintenir les prix bas, quitte à augmenter son revenu en vendant des quantités immenses d'articles bon marché, Baudu affirme « L'art n'était pas de vendre beaucoup, mais de vendre cher ». C'est une remarque qui a été prise en écho par Henri Garrigue plus tard. Quant à la réclame tapageuse et les vitrines aguichantes, il les dédaigne toutes deux. Une vraie parade de saltimbanques pour raccrocher les filles. Foi d'honnête homme, je rougirais d'employer de tels moyens. Depuis près de 100 ans, le vieil Elbeuf est connu, et il n'a pas besoin à sa porte de pareil attrape-nigo. Et Baudu de s'en tenir à l'étalage traditionnel. 4 pièces d'échantillon à droite et à gauche. Pas davantage. Baudu, donc, s'accroche à une certaine conception de la dignité professionnelle. Dans sa probité méticuleuse, obstinée aux vieux usages, nous dit le narrateur. De sorte qu'il a des doutes sur les stratégies mises en œuvre par son voisin Bourras, qui, lui, lutte pour rester à flot, les jugeant des concessions dégradantes faites au procédé ignoble de Mouret. Le premier chapitre du roman dépeint les piètres modifications que le vieillard apporte aux vitrines de la boutique, où, initialement, citation, les parapluies et les cannes s'alignaient par files régulières. Fin de citation. Bientôt, on le voit reculer pour admirer un étalage triomphal qui représente sa tentative piteuse pour rivaliser avec Mouret par toute une construction ingénieuse faite avec des parapluies et des cannes. Le fruit de ces efforts ne sert qu'à navrer ses confrères. Ce spectacle leur crevait le cœur. Par la suite, au fur et à mesure que l'artisan malheureux dépense ses ressources de plus en plus maigres, dans l'espoir d'embellir la façade de sa boutique, à chaque fois, il voit ses efforts surpassés par le pouvoir qu'a le grand magasin de déployer un luxe bien au-delà de ses moyens. Pourtant, Bourras garde sa propre conception de l'intégrité professionnelle. Il défendait sa boutique comme une fille honnête défend sa vertu, au nom de l'honneur, par respect de lui-même. Sa résistance va plus loin que ses efforts pour sauver les apparences. Pour lui, le véritable enjeu concerne la maîtrise d'un métier et la fierté de l'artisan. Il y va de son amour propre, et toute la colère de maniaque s'exhalait contre des misérables qui déshonoraient son métier en vendant du bon marché de la camelote. Il sait tailler les manches de parapluies et de cannes dans des styles distinctifs, ce qui fait que ses marchandises sont uniques et authentiques. C'était son orgueil d'artiste. Pas un ouvrier à Paris n'était capable d'établir un manche pareil au sien. En fin de compte, il s'insurge contre la dépréciation de son savoir-faire. Et dans l'hostilité qui témoigne envers au bonheur des dames, nous voyons la révolte du petit fabricant personnel contre l'envahissement banal des articles de bazar. Cependant, même ses créations les plus inventives, conçues exprès pour surclasser les articles fabriqués en série proposés par le grand magasin, sont susceptibles d'être devancés, comme ces prix sont battus, par Mouret, grâce aux moyens dont celui-ci dispose. Bourras venait de lancer son invention, le parapluie à godets, qui plus tard devait se populariser. Du reste, le bonheur perfectionna immédiatement l'invention. Mais il voulut surtout battre son concurrent avec ses manches, des manches de bambou, de cornouiller, d'olivier, de myrte, de rotin, toutes les variétés de manches imaginables. Le bonheur, moins artiste, soignait l'étoffe
vanter ses alpagas et ses mohaires, ses sergers et ses taffetas cuits. Et la victoire lui resta. Le vieillard, désespéré, répéta que l'art était fichu, qu'il en était réduit à tailler ses manches pour le plaisir, sans espoir de les vendre. Le sort du petit commerçant est scellé lorsque la cliente réalise sa liberté d'aller faire ses achats ailleurs. C'est le coup de grâce qui prive le petit commerçant du chaland fiable et docile qui lui est essentiel, comme nous l'avons vu. Cette catastrophe se joue dans Au bonheur des dames, quand Madame Bourdelais, consommatrice astucieuse, et une des dernières fidèles du vieil Elbeuf, où elle trouvait des articles solides, disait-elle, chicane sur le prix demandé pour un tissu qu'elle sait pouvoir acheter moins cher au bonheur. Conformément aux comédies du vieux négoce, Baudu tente en vain de la persuader que la marchandise demeurait est de moindre qualité, et elle s'indigne en voyant son jugement mis en question de la sorte. La discussion finit par s'aigrir, disons-nous, et Baudu, hors de patience, exaspéré par ses efforts vains pour amadouer cette cliente entêtée qui ne peut plus ramener à la raison, c'est-à-dire soumettre à sa volonté, éclate. Eh bien, allez en face, ce qu'elle fait promptement. Laissons le drapier et ses commis la suivre des yeux tandis qu'elle traverse la rue. Elle leur semblait emporter leur fortune, disons-nous. L'effet traumatisant de ce point critique où le client prend le dessus est le prodrome d'une révolution. À terme, suggère le roman, la résistance des petits commerçants contre le grand magasin est vouée à l'échec. En refusant d'accepter ce que Zola appelle l'évolution logique du commerce, le petit commerçant se montre déphasé par rapport à la réalité économique et digne de l'épithète « toqué » que Mouret lui attribue au moment où l'établissement de Bourras est rasé pour faire place à l'expansion d'Au bonheur des dames. Baudu éprouve un anéantissement en contemplant la fin du vieil Elbeuf renversé, égorgé à terre, alors que Bourras avouait la défaite de l'ancien commerce. Jules Vallée, en 82, donc, constate justement, comme pour entériner la conclusion du roman de Zola, que la terre classique du petit commerce heureux a été envahie par les grands magasins. C'est maintenant le grand magasin qui occupe le bas des larges immeubles, hangars luxueux, bazars à mine de caravansérail. D'autre part, malgré un parti pris assez net en faveur du progrès, finalement, Zola a légué aux générations suivantes une façon de voir, un trope, pourrait-on dire, qui fait que le grand magasin prend figure d'un monstre dévorant, qui couvre un quartier de son ombre, comme nous lisons dans le roman, et aussi ailleurs, pareil à l'ogre des contes. Or, il est loisible de penser que les témoignages nostalgiques qui nous ont servi de point de départ ont pu être influencés par la lecture de Zola plus que par les faits. Car l'histoire de l'anéantissement du petit commerce a une suite, à en croire les historiens. Christophe Charles montre que le nombre des petits commerçants avait en réalité augmenté entre 1866 et 1896. D'après des statistiques fiables, remarque François Caron, historien économique, je cite, « Le marché urbain était loin d'être entièrement contrôlé par les grands magasins ou les grands bazars. À la veille de la guerre de 14, 17% seulement de la valeur du commerce parisien est fournie par les premiers. En 1906, 68,3% des salariés du secteur travaillaient dans des établissements occupant moins de 10 salariés et 10% seulement dans des établissements en occupant plus de 100. En fait, la campagne des petits commerçants en faveur d'impôts destinés à freiner les grands magasins s'est avérée très efficace, à tel point qu'une loi votée en 1805 accordait des avantages importants aux petites entreprises. Ainsi,
le magasin typique et les clients typiques se retrouvaient toujours dans le cadre du petit commerce, nonobstant la vision zolaesque d'une vague de grands magasins qui aurait fait de l'ancien commerce un anachronisme en voie de disparition. Paradoxalement, peut-être, le petit commerce s'est assuré une sorte de pérennité dans les histoires constamment renouvelées qui racontent son agonie et prévoient son extinction imminente. En 1875, Pierre Mayol, enquêtant sur l'état des petits commerces dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, rapporte que les gens du voisinage regrettent la disparition des boutiques du quartier depuis les années 1960. Donc, depuis 1960, on regrette la disparition des boutiques du quartier. 1960. Et il suggère que le discours qui sert à caractériser les petits commerces constitue un genre particulier. Ici se déploie le registre de l'autrefois, mot qui assume une fonction mythique en insistant sur l'évanouissement d'un passé désormais révolu, mais chargé de références symboliques. Dans cette manière d'en parler, le passé devient la mesure du temps présent, toujours coupable d'un oubli ou de mise à mort. Autrefois donc, une multiplicité de petits commerces ou de petits métiers, rémouleurs, vitriers, serruriers, marchands d'olives, de vin au détail, etc., vivaient en parfaite osmose avec l'entourage. Il reste vrai, comme on a constaté depuis la loi Raffarin en 1996, que la France possède plus de 80 000 petits détaillants, soit 2 fois le nombre au Royaume-Uni. Je ne cite pas le Royaume-Uni comme modèle, bien sûr. Je finirai par rappeler la boutique de Mark Twain, laquelle peut-être s'applique au petit commerce. Les rumeurs concernant ma mort sont très exagérées. Merci de votre attention.